Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste, vous êtes grand penseur de notre temps. Nous sommes ravis de vous recevoir. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche et vous publiez chez Bouquin La modernité à contre-courant. C'est un recueil de plusieurs de vos écrits précédents. On va y revenir tout à l'heure. Après vous avoir interrogé sur l'actualité, sur la situation au Proche-Orient, maintenant qu'Israël a neutralisé Yahya Sinwar, le chef militaire du Hamas. Après avoir éliminé également Ismail Haniyeh et Hassan Nasrallah, l'insécurité en France, mais aussi dans le monde, l'avenir de l'école, car ce sont nos enfants maintenant qui héritent de ce monde fracturé, et enfin la modernité à contre-courant, c'est votre livre. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout cela dans nos conversations, dans notre vie au quotidien et dans nos civilisations? Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont du journal Les Échos. Bonjour Stéphane. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Nous sommes le 20 octobre, Alain Finkielkraut, un peu plus d'un an a passé depuis le plus grand massacre de juifs innocents depuis plusieurs décennies. Israël, dans cette guerre nécessaire pour la survie de son État et de sa population, a en début de semaine éliminé Yahya Sinwar, l'un des plus grands et des plus cruels terroristes de tous les temps, le chef militaire du Hamas. Que change concrètement cette élimination dans le conflit entre Israël et les mouvements terroristes qui sont pour la plupart pilotés par l'Iran? Alors oui, vous l'avez rappelé, Yahya Sinwar est le cerveau de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, c'est-à-dire du carnage du 7 octobre. Alors, il faut se souvenir que Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dont nous aurons peut-être à reparler, a osé dire que le 7 octobre n'a pas surgi du néant. Il est la conséquence extrême de décennies d'occupation, de colonisation, d'oppression et d'humiliation. L'essayiste libanaise Dominique Eddé a dit que c'est le terrible exutoire de l'horreur quand toutes les issues sont bouchées. Alors, je voudrais rappeler, avant de répondre à votre question, que l'occupation de Gaza avait cessé en 2005, décision d'Ariel Sharon. Les 21, je crois, colonies de Gush Katif ont été démantelées, ce qui était un traumatisme dans la société israélienne. Et si en effet, il y a eu un blocus, ensuite, ce qui conduit par exemple Dominique de Villepin à rappeler sans cesse que c'est une prison à ciel ouvert, c'est parce que les Israéliens étaient l'objet de tirs de roquettes continus. Le Hamas est un mouvement richissime, mais tout son argent, il l'a consacré à construire des tunnels exclusivement réservés à ses combattants et à acheter des armes. Plutôt que d'aider ces populations. Et c'est bien sûr, et ce n'est pas du tout un mouvement national. Pour eux, l'unité, la communauté, ce n'est pas la nation palestinienne, c'est l'Oumma, c'est la communauté musulmane. Il s'agit de purger une terre musulmane de la présence des Juifs. Donc, il faudrait maintenant que les Palestiniens eux-mêmes se félicitent de l'élimination de Yahya Sinwar. La mainmise de l'islamisme sur la cause palestinienne est une catastrophe pour les Palestiniens. Mais vous parlez au conditionnel. Vous dites il faudrait que les Palestiniens, et vous savez secrètement que ça n'arrivera pas. Je ne sais pas si ça n'arrivera pas. Je suis frappé en effet que beaucoup de Palestiniens et beaucoup de musulmans dans le monde arabe disent que Sinwar était un martyr, qu'il est mort en héros, en résistant, ce qui est évidemment une proposition absolument effrayante. Monsieur Finkielkraut, est-ce que vous pensez que l'élimination de Sinwar peut changer la donne aujourd'hui au Proche-Orient? Je ne sais pas. Bien sûr, je le souhaite. Hier, à Tel Aviv, il y a eu plusieurs centaines de milliers de manifestants disant que les objectifs de guerre ont été atteints et qu'il faut maintenant tout faire pour la libération des otages. Ah oui, mais les Palestiniens ont dit qu'il n'y aura pas de libération des otages tant que la guerre n'est pas finie. Oui, et en attendant, on a visé la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahou à Césarée.
Benjamin Netanyahou, mais ça c'est pas le Hamas en l'occurrence, c'est le Hezbollah, mais bon. Et avec l'Iran. Mais Netanyahou lui-même dit qu'il fera tout pour libérer les otages, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il a saboté volontairement tous les plans éventuels de cesser le feu. Il veut une victoire totale. Or, une victoire totale, si vous voulez, ça veut dire que les otages ne comptent pas, parce que pour libérer les otages, il faut évidemment négocier avec ceux qui restent de Hamas. Aujourd'hui, vous avez le sentiment, parce que vous dites que Netanyahou sabote les efforts pour libérer les otages, mais on voit difficilement quels sont les buts aujourd'hui de guerre d'Israël. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous savez où je ne comprends pas. C'est vrai, cela, je ne le comprends pas, si vous voulez. Netanyahou n'a pas de stratégie pour le jour d'après. Le jour d'après, ça peut être quoi, en réalité? Ça peut être, à Gaza, une reconstruction, notamment par les pays arabes et bien sûr l'Arabie saoudite, le pays le plus riche. Mais cette reconstruction ne peut avoir lieu que si, effectivement, les négociations en vue d'un État palestinien sont remues sur les rails. Or, les ministres jusqu'au boutiste de Benjamin Netanyahou ne veulent pas en entendre parler. Donc, il ne dit absolument rien du jour d'après. Et c'est déchirant, si vous voulez. Israël est uni contre ses ennemis. Israël combat sur plusieurs fronts à la fois, mais Israël est aussi une société déchirée du fait justement de l'extrémisme, du jusqu'au boutiste, de ministres comme Ben Gvir ou Smotrich ou sept ministres. Mais j'ai bien entendu, Alain Finkielkraut, vous dites que pour Benjamin Netanyahou, les otages, ça ne compte pas? Je pense qu'il a fait une croix sur les otages. Écoutez, il mène une guerre terrible, ce qui n'est pas de sa faute, parce que ce sont évidemment les Palestiniens qui exposent leur population. Et qui disent, d'ailleurs, c'était Ismaël Haniyeh qui a dit « Nous avons besoin du sang des femmes, des enfants et des personnes âgées parce qu'il éveille notre esprit révolutionnaire et il fortifie notre détermination. » Ismaël Haniyeh. Donc ça, il ne faut pas. Boucliers humains. Alors, il ne faut pas se leurrer. Il n'empêche, la guerre n'a permis de libérer aucun otage. Donc on doit en passer par une forme de négociation. Mathieu Bocoté. Alain Finkielkraut, transposons la question en France. Une déclaration d'Emmanuel Macron a fait beaucoup parler cette semaine lorsqu'il l'aurait dit, parce qu'il a ensuite encadré son propos, il a dit Israël doit son existence essentiellement à une résolution de l'ONU, laissant entendre par là ce que l'ONU a pu faire, l'ONU pourrait le défaire. Qu'avez-vous compris de cette déclaration? Comment y avez-vous réagi? Très mal, vous l'imaginez bien. En plus, Emmanuel Macron, fâché par le scandale que cette déclaration a créé, s'en est pris aux journalistes. En l'occurrence, ils ne sont pas coupables. C'est même pas une déclaration d'ordre privé. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin de ventriloque. C'est ce qu'il a dit au Conseil des ministres. Il dit d'ailleurs, ça a été sorti de son contexte. C'est maire de confirmer qu'il l'a dit. Mais c'est une déclaration absolument terrible. C'est une manière de dire la grâce d'exister a été octroyée à Israël par l'Organisation des Nations Unies. Elle pourrait lui être retirée. Et j'ai cité Guterres. Il faut voir ce que sont les Nations Unies aujourd'hui vis-à-vis d'Israël. Israël est un pays perpétuellement condamné pour l'évolution des droits de l'homme, notamment par les pays du Sud global et notamment par des empires, des dictatures et d'atroces tyrannies. Donc c'est le bouc émissaire rêvé pour les régimes les plus venants sous le haut patronat. Au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas dans la déclaration d'Emmanuel Macron cette idée qu'Israël ne s'appartient pas finalement? Bien sûr. Israël, son existence. D'autres peuples sur Terre dépendent d'eux-mêmes. Israël dépend d'une légitimité extérieure. Voilà, une légitimité extérieure, celle de l'ONU. D'aucune autre nation on ne dit cela. Donc ça m'a rappelé la définition que Milan Kundera donne des petites nations. Dans son article, Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale. Une petite nation, c'est une nation dont l'existence est sans cesse en question et qui le sait. Israël est un pays très fort, militairement et technologiquement. Il tient tête à l'Empire iranien, à tous ses ennemis, mais c'est aussi, en ce sens, une petite nation. Mais
Mais est-ce qu'en attendant, est-ce que c'est la résolution 181 de 1987 qui permet l'existence d'Israël, ou est-ce que c'est un raccourci? Bien sûr, c'est un raccourci. Israël, c'est une histoire millénaire. C'est un raccourci ou c'est une faute? Articulée par... Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est un raccourci, c'est un propos maladroit, ou c'est vraiment... Ou c'est inexact? C'est une faute? C'est inexact et c'est scandaleux. Sans la guerre d'indépendance, là, Netanyahou a raison, il n'y aurait pas eu d'Israël. Donc, Israël doit son existence au courage de ses habitants, qui étaient pour beaucoup des survivants de l'extermination. Donc tout cela est faux. Mais le problème aussi, c'est qu'Emmanuel Macron dit que la France est un soutien indéfectible d'Israël. Au début de la guerre, vous vous en souvenez, il appelait à une coalition internationale contre le Hamas. Donc c'est la fin du en même temps. Le en même temps, c'était l'art de la synthèse, le dépassement des vieux clivages stériles. C'est aujourd'hui le zigzag, c'est aujourd'hui une conduite en état d'ivresse. Retour sur le plateau du grand rendez-vous européen CNews, Les Échos, avec ce grand livre d'Alain Finkielkraut, La modernité à contre-courant, chez Bouquin, qui regroupe de nombreux écrits du philosophe qui est avec nous ce matin depuis quelques semaines. Alain Finkielkraut, l'Europe se verrouille, chacune à sa manière. L'Allemagne rétablit le contrôle aux frontières, la Pologne supprime le droit d'asile, la France promet dans un capharnaüm politique une nouvelle loi immigration, ça sera la 118e depuis 1945. Et Giorgia Meloni accuse un revers politique en Italie avec l'invalidation de son système consistant à déléguer à l'Albanie, pays extra-européen plutôt, l'accueil des immigrés, car cette décision est par Rome jugée contraire à l'état de droit. Y a-t-il aujourd'hui une contradiction entre la démocratie et l'état de droit? Écoutez, je pense qu'une véritable question est posée là sur la nature de la démocratie. Tocqueville a bien montré que la démocratie moderne reposait sur l'universalisation du sentiment du semblable. Le semblable, c'est pas, comme dans les sociétés aristocratiques, le membre de sa caste. Le semblable, c'est tout être humain. Mais certains concluent de l'égale dignité des personnes l'idée selon laquelle la distinction entre autochtones et étrangers doit être surmontée. Et quand je dis certains, ce n'est pas n'importe qui. C'est le gouvernement de François Hollande qui a supprimé le délit de séjour irrégulier. C'est plus récemment le Conseil constitutionnel, en 2018. Le principe de fraternité, nous dit-il, interdit d'ériger en délit, dès lors qu'elle poursuit des fins désintéressées, l'aide à un étranger en situation irrégulière. Vous voyez, donc, on va dans cet esprit, au nom justement de l'égalité et de l'universalité, vers l'abolition des frontières. Alors, ces défenseurs de l'universel oublient les classiques républicains, et notamment Rousseau, qui dit comment les hommes l'aimeraient si leur patrie n'est rien de plus pour eux que pour les étrangers, et qu'elle ne leur accorde que ce qu'elle ne peut refuser à personne. Et puis il faut ajouter que la division en nations est essentielle à la démocratie, parce qu'il y a de discussions sur les modalités du vivre ensemble, qu'à partir de références implicites, d'une mémoire commune et d'un même passé. Autrement dit, et j'en viens à vous répondre, la continuité historique est un bien très précieux des peuples. Et cette continuité, aujourd'hui, est en péril. En effet, d'où justement la volonté des pays européens de contrôler leurs frontières. Là, je vous citerai Edgar Quinet, une phrase géniale. Le véritable exil n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de ne rien reconnaître de ce qui le faisait aimer. Criminaliser ce malaise est une faute politique,
et risque de nous coûter très cher. Donc vous voyez, on invoque l'état de droit pour dire que la continuité historique n'a pas lieu d'être dans une démocratie. Mais justement, il y a cette tension. Rappelez-vous, il y a quelques semaines à peine, Bruno Retailleau dit l'état de droit n'est pas sacré. Et là, il y a une tempête. Non, il dit que c'est pas intangible. C'est pas intangible. Alors, c'est pas intangible, mais il y a une tempête médiatique. Et ensuite, le débat prend. Et la définition de l'état de droit recoupe-t-elle aujourd'hui la démocratie? Ou n'y a-t-il pas une tension entre ces deux concepts, entre d'un côté le processus des droits, de l'autre côté l'expression de la souveraineté populaire? Bien sûr, il peut y avoir une tension, c'est-à-dire que du fait, justement, dans notre pays, de l'empilement des cours suprêmes, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour de cassation et les cours de cassation et les deux le Conseil cours européennes. Ouais. Et ça en fait 5. Et il est vrai que parfois, ces cours s'érigent, se substituent à la volonté populaire. La preuve en a été donnée quand le président du Conseil constitutionnel a dit qu'il s'opposerait de toutes ses forces à un référendum sur l'immigration. Là, on se dit, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on ne veut même plus entendre la volonté populaire parce que, justement, on se croit dépositaire de la véritable idée de démocratie. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, c'est pas simplement parce qu'on est des juges et qu'il y a une hubris judiciaire, mais la vraie démocratie, c'est l'égalisation des conditions. Et donc, ceux qui s'opposent à cela ne sont pas des démocrates, ils résistent à ce qu'on croit être la marche de l'histoire. Donc les mouvements que décrivait Pierre Devineau tout à l'heure des différents États qui cherchent chacun leur manière de reprendre le contrôle sur l'immigration, c'est des efforts qui vous paraissent totalement vains, compte tenu de ce que vous venez de dire là sur le poids de l'influence des décisions de justice, ou est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que c'est totalement vain? Non, bien sûr que ce n'est pas vain. Bien sûr que ce n'est pas vain. Il est très important qu'aujourd'hui, si vous voulez, Marcel Gauchet le remarquait, parce que vous parlez toujours de démocratie, mais le changement démographique est un des événements les plus importants de l'histoire récente. Et il n'a jamais été décidé. Si vous voulez, il est arrivé, alors il y a eu des lois, pas des lois, mais jamais le peuple n'a été saisi de cette question. Il a même été... Voulons-nous plus de migrants? Dans quelles conditions? Faut-il ralentir? Faut-il arrêter l'immigration? La question n'a jamais véritablement été posée. Donc, ce qui est essentiel à la démocratie a été soustrait à la discussion. Mais ça va plus loin, si je peux me permettre. D'abord, on a contesté l'existence de changement démographique, ça n'existe pas. Deuxièmement, on a dit c'est inévitable. Et troisièmement, on dit c'est une très bonne chose et ça a toujours eu lieu. Bien sûr. Mais vous avez raison, on dit les trois choses en même temps, et ce qu'on entend le plus maintenant, c'est ça a toujours eu lieu, et il faut là encore parler de la polémique entre le ministre de l'Intérieur et le président de la République, qui vraiment, là on peut le dire, ne sait plus tout à fait où il habite. Il a répondu à Bruno Retailleau, on peut décider qu'on aurait beaucoup mieux fait de la physique sans la polonaise Marie Curie et qu'on aurait beaucoup mieux dansé sans Charles Aznavour. Oui, donc avec ce qui se passe en France aujourd'hui, avec ce qu'énonce en 2012 Elisabeth Badinter, une seconde société s'impose insidieusement dans notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. Si on prend... Voilà ce qui arrive, et voilà ce que dit le président de la République. Mais si on prend les propos du président de la République, ça veut dire que si on prend Marie Curie Skłodowska et Charles Aznavour, ça veut dire qu'on pourrait faire l'immigration choisie. Est-ce que c'est une façon de dire les choses détournée ou... C'est pas, à mon avis, ce qu'il a voulu dire. Et puis, de toute façon, non, parce qu'il a répondu au ministre de l'Intérieur qui se posait la question de savoir si l'immigration est une chance pour la France. C'était ça sa réponse. Qu'est-ce que vous pensez, M. Fickelkraut, de Bruno Retailleau là? On l'a beaucoup entendu depuis qu'il a été nommé ministre de l'Intérieur. Mais quelles sont réellement, selon vous, ces marges de manœuvre? Est-ce que c'est Sancho Panza qui lutte contre les moulins à vent dans le roman de Cervantes, ou est-ce qu'il a de vraies chances de faire apparaître des mesures qu'il juge nécessaires pour la France? Écoutez, je pense qu'il a des chances, d'autant plus que là, pour le coup, il semble avoir,
Bruno Retailleau, un très vaste soutien populaire. Si j'en crois les sondages, Pas de majorité à l'Assemblée. 78% des Français pensent que l'immigration est trop forte, trop nombreuse en France. Donc il bénéficie d'un vrai soutien à droite comme à gauche. Et moi, sur cette question-là, un peu comme le faisait Jacques Julliard, je plaiderais pour l'union sacrée, sur le modèle de ce qui se passe, par exemple, au Danemark, où ce sont des sociodémocrates, qui ont mis un coup d'arrêt à l'immigration. Et en Allemagne, c'est Olaf Scholz, Danemark, parce que tout le monde est d'accord, toutes les cours sont d'accord, les unes avec les autres. Les juges sont d'accord avec les politiques sont d'accord entre eux, donc c'est pour ça que ça marche, c'est ce que vous dites. Oui, et surtout, si on abandonne cette angoisse existentielle de la continuité dans le temps au Rassemblement national, alors on lui ouvre absolument les portes du pouvoir. Donc il faut le savoir. La criminalisation, la lepénisation du souci des frontières est, je le répète, une faute politique extrêmement grave. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, avec Alain Finkielkraut qui publie La modernité à contre-courant. On vous le conseille, tous les trois, puisque c'est une compilation de plusieurs récits d'Alain Finkielkraut. Il faut les lire. Question assez directe, Alain Finkielkraut, ce matin. Quelle école laissons-nous à nos enfants ? C'est une vraie question qui prend aujourd'hui même une résonance tragique avec l'anniversaire de la décapitation de Samuel Paty, et puis aussi, il y a un an, je crois, Dominique Bernard l'assassinat de Dominique Bernard a été assassiné devant son lycée. Donc, et les professeurs sont très exposés. L'école va très mal. On dit que le problème est celui de la laïcité. Sans doute, mais je n'aime pas trop ce terme, parce que la laïcité, c'est un règlement, si vous voulez, de la vie collective. Et avec ce mot-là, on ne saisit pas l'ampleur du problème. C'est la vie de l'esprit qui est aujourd'hui menacée, qui est aujourd'hui en cause, et ça peut aller, en effet, jusqu'à la mort de certains professeurs. Mais il faut se reporter, par exemple, au rapport Aubin, vous vous souvenez, 2004, sur les signes et manifestations religieuses dans les établissements scolaires. Dans la préface de ce rapport, Jean-Pierre Aubin dit que dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, et qui doit être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent dans leur assiette. Donc, ils sont engagés à trier les textes selon les mêmes catégories religieuses, du halal autorisé et du haram interdit. Et c'est terrible, c'est-à-dire, on peut dire on ne veut pas entendre parler des philosophes des Lumières, ou bien, par exemple, d'un livre comme Madame Bovary, favorable à la liberté des femmes, etc., etc., dont les cours sont contestés. Et puis, Jean-Pierre Aubin, dans un livre très récent, 2012, intitulé « Les profs ont peur », les profs ont peur, écrit, et c'est même le début du livre, il écrit qu'un président de région a assisté au cours d'un professeur d'histoire. Et à la fin du cours, le professeur a dit oui, monsieur le président, je viens de faire un cours sur Hitler et le nazisme et je n'ai pas parlé des juifs. Mais que voulez-vous ? Je ne veux pas avoir ma voiture vandalisée comme la dernière fois. Je dois être prudent. J'ai une femme et des enfants. C'est ça l'école aujourd'hui en France. Monsieur Finkielkraut, c'est ce qu'on appelait le mouvement pas de vague dans les établissements scolaires. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont un peu changé quand même depuis l'assassinat de Samuel Paty, de Dominique Bernard ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce qu'il y a un changement de comportement ? Ou est-ce qu'on en est toujours dans la même situation ? Je pense que dans les administrations, les choses ont changé, mais malheureusement, les lycées, les proviseurs, les professeurs sont débordés.
On en apprend tous les jours. Une enseignante giflée Ouais. parce qu'elle demande à une élève d'enlever son voile. Et qui n'est pas soutenu par son établissement. Oui, en plus, des professeurs frappés, attaqués, des parents d'élèves en plus, si vous voulez, qui contestent le contenu de certains cours, et puis aussi un problème interne lié, alors justement à la démocratie dont nous parlons, la démocratie comme dynamique, la démocratie comme processus, non pas comme régime, un processus d'égalisation des conditions qui en vient justement à l'affirmation tout est égal. Donc pourquoi privilégier la haute culture, les chefs-d'œuvre consacrés? Et on le voit d'ailleurs même dans les politiques ministérielles, le pass culture, ça doit s'ouvrir à tout sauf la culture, c'est-à-dire le hip-hop, le rap, sur le modèle de ce qu'avait fait Jacques Lang. Donc là encore, si vous voulez, ça affaiblit la vie de l'esprit qui doit être la préoccupation majeure de l'école. Mais justement, est-ce que l'école aujourd'hui, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où elle ne pourrait être sauvée que dans les marges? Je m'explique. Les parents misent de plus en plus sur le privé, le hors-contrat se développe, donc plusieurs ne croient plus vraiment, sauf pour les établissements d'élite à l'éducation nationale, et se tournent vers... Donc, autrement dit, la société survivra, la culture survivra dans l'oasis, mais non plus au cœur des institutions. C'est possible, ce serait terrible, si vous voulez. Mais est-ce que c'est pas déjà un peu le cas? Il y avait des monastères au Moyen-Âge, et puis il y a eu l'invention de l'imprimerie, avec cette idée d'une démocratisation maximale, le grand humanisme, si vous voulez. Il s'agissait pour tous de passer par le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture pour mieux se comprendre et mieux comprendre le monde. L'école est née de ce mouvement. Alors si on retourne au monastère, ce serait une régression médiévale absolument bouleversante. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais il est vrai que l'école publique est l'objet d'une méfiance de plus en plus grande. Je parlais de ce professeur qui enseigne le nazisme sans parler des Juifs, mais il faut évidemment évoquer la situation des Juifs dans les territoires perdus de la République, la Seine-Saint-Denis et ailleurs. Il n'y en a plus d'élèves juifs. Ils ont quitté l'école publique, soit pour les lycées juifs, soit même pour les lycées catholiques, oui. Parce que là, ils sont plus en sécurité et ils sont plus sûrs aussi d'avoir un enseignement digne de ce nom. Il faudrait tout faire pour enrayer cette évolution, mais peut-être sera-t-elle l'ultime salut. Où est-ce que ça se décide, ça, Alain Finkielkraut? Est-ce que ce sont les rectorats? Est-ce que ce sont les ministères? Est-ce que c'est une volonté commune? Vous parliez, Mathieu Bock-Côté, d'un oasis éventuel, mais même cet oasis est ébréché quand on voit ce que devient Sciences Po. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, on voit que là où il y avait une volonté de créer des élites, mais également pour des enfants qui venaient de milieux extrêmement défavorisés et qui passaient des concours et qui aujourd'hui sont des chefs d'entreprise et qui ont eu gain de cause dans la société parce qu'ils ont travaillé. Est-ce qu'il y a encore une méritocratie aujourd'hui? Est-ce qu'on encourage la méritocratie aujourd'hui? Tu travailleras bien, tu auras un bon travail plus tard. Ou est-ce que on essaye de faire, comme vous le disiez, c'est le retour de ce grand humanisme où à note équivalente, vous voyez, il ne faut pas froisser un tel, il ne faut pas froisser un tel. Donc finalement, tout le monde ressortira avec le même diplôme. Mais il est vrai que la France, l'excellence de la France, pendant très longtemps, ça a été son enseignement secondaire. L'excellence américaine, c'était l'enseignement supérieur. Ça l'est encore pour HEC, pour Polytechnique, Mais justement, une nouvelle idéologie s'est emparée de l'école. On est passé de l'égalité des chances à l'égalité des résultats. On a, si vous voulez, déconstruit, comme on dit, l'idée d'égalité des chances sur le modèle de la sociologie de Pierre Bourdieu. Vous croyez qu'il y a une égalité des chances. En fait, ce sont les héritiers qui réussissent le mieux et les autres, en plus, réussissent moins bien et on leur dit que c'est leur faute parce qu'ils sont plus bêtes. Donc ça, c'était la thèse du livre de Bourdieu, Les Héritiers, confirmée dans un livre postérieur, La Reproduction. Donc il faut en finir avec la reproduction sociale, faire la chasse aux héritiers, marginaliser la culture au sein de l'école, parce que justement, elle favorise les favorisés, et on en est là. Donc on a supprimé la sélection au détriment, évidemment,
des élèves les moins favorisés, parce que les autres, ils ont toujours le recours des leçons particulières ou bien de l'enseignement privé. Donc les bonnes intentions, là, ont fait énormément de mal. Stéphane Dupont. Oui, Pierre Devineau évoquait le cas de Sciences Po, qui vient de se doter d'un nouveau directeur, Louis Vassy. Il promet de donner un coup d'arrêt à certaines dérives, notamment les manifestations pro-palestiniennes qu'on avait vues ces derniers mois à Sciences Po. Est-ce que vous pensez qu'il peut redresser la situation, changer les choses, ou est-ce que là aussi, ces efforts risquent d'être vains? En tout cas, il tient un discours très ferme et très clair, et il faut s'en réjouir, parce que les manifestations prétendument pro-palestiniennes sont des manifestations pro-Hamas, et je l'ai dit, le Hamas Et antisémites. détruit Ce sont des la cause manifestations palestinienne avec une tonalité antisémite, avec un slogan hier Varsovie, Treblinka, aujourd'hui Gaza. Voilà, Israël, peuple génocidaire, sioniste hors de nos facs. C'est épouvantable, c'est l'apothéose du wokisme, division du monde entre dominants et dominés, l'antisémitisme comme stade suprême du wokisme, le wokisme qui sévit dans une partie de l'élite occidentale, dans les campus, et notamment à Sciences Po. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est-à-dire refus de toute discussion, simplification effrayante de la réalité. Il est indispensable de réagir, mais la tâche va être rendue difficile par un parti politique, si vous voulez. C'est pas simplement le face-à-face de l'administration de Sciences Po et de certains élèves particulièrement excités, c'est la France insoumise. La France insoumise qui, effectivement, nourrit le feu, qui plaide pour que des drapeaux palestiniens recouvrent toutes les facs au lendemain de l'anniversaire du 7 octobre. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews avec Alain Finkielkraut qui publie La modernité à contre-courant chez Bouquin, qui, Mathieu Bocoté, est en fait une compilation de plusieurs œuvres d'Alain Finkielkraut. Alors, vous rassemblez 7 livres, notamment dans La modernité à contre-courant, dont 5 livres d'entretien. Et c'est une part significative dans votre œuvre, les livres d'entretien, et ça nous amène à vous poser une question un peu qui devrait aller de soi, mais qui ne va plus de soi, sur l'importance de la conversation dans la vie publique. Donc, on connaît le débat aujourd'hui, on connaît le clash, on connaît les monologues respectés de chacun, mais la place de la conversation, vous l'avez placée au cœur de votre émission sur France Culture, Réplique, et c'est au cœur de ce livre qui ressemble à une partie de votre œuvre. Quelle est la part de la conversation dans la vie publique aujourd'hui? Oui, parce qu'en plus, il y a des entretiens que j'ai eus avec des journalistes du Figaro ou du Point, etc. Donc, effectivement, la part de la conversation est essentielle, et je vais me référer à Montaigne, si vous le voulez bien, pour vous expliquer pourquoi. Il y a un des chapitres des essais absolument magnifiques, dont je vous conseille à tous la relecture, c'est l'art de conférer. Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, dit Montaigne, est à mon gré la conférence. Alors la conférence, c'est la conversation. C'est la conversation. Quand on me contrarie, on éveille mon attention et non ma colère. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit, car la cause de la vérité devrait être la cause commune à l'un et à l'autre. Je trouve cette phrase extraordinaire, je m'y reconnais. J'ai besoin, si vous voulez, pour être arraché à mon hébétude naturelle, d'être contesté, défié, bousculé. Et donc, c'est ça pour moi, l'entretien, écrit ou oral. Tout d'un coup, ma pensée se met en marche sous l'effet, justement, d'une contestation qui peut être parfois très, très radicale. Donc, il y a pas des interlocuteurs qui me poussent dans mes retranchements. Alors, il y a une phrase très importante dans l'Ingratitude, un des livres que vous ici rassemblez, c'est « On ne pense pas par soi-même de soi-même Oui. ». Alors, elle a presque deux sens, cette phrase. D'un côté, c'est la nécessité de la culture pour sortir de ses préjugés, Voilà. mais c'est aussi la nécessité de l'autre pour savoir ce qu'on en vient à penser soi-même. Exactement, exactement. Et Stuart Mill a cette phrase admirable, qui ne connaît que ses propres arguments
connaît mal sa cause. Ce pourrait être la devise de mon émission Réplique sur France Culture tous les samedis. Oui, je connais mieux ma cause quand on argumente contre elle mais évidemment, la conversation, le débat aujourd'hui sont véritablement mis en danger. Rappelez-vous, début des années 80, naissance de la revue Le Débat. Et c'est un nom trouvé par Pierre Nora, mais qui est très significatif. Pourquoi on sort de la période sartrienne. Les temps modernes, c'est non pas le débat, mais le combat. Le paradigme de la guerre, le renversement de la formule de Clausewitz. Clausewitz dit la guerre, c'est la politique poursuivie par d'autres moyens. Non, avec la radicalité du XXe siècle, c'est la politique. Le débat est en danger aujourd'hui, qui était la guerre poursuivie par d'autres moyens. Le débat est en danger aujourd'hui, selon vous? Le débat est en danger. Oui, le débat est en danger. D'ailleurs, la revue a mis la clé sous la porte parce que la radicalité revient. Ça a été longtemps le modèle de la lutte de classe et même de la guerre de classe. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, c'est une autre modulation du chiffre 2. De force, de bloc, de subjectivité antagoniste. Les dominants et les dominés. Et les dominants, c'est toujours, en fait, l'Occident. L'Occident et son visage pâle. C'est ça. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le wokisme. Mais dans ce cadre-là, aucun dialogue n'est possible. Puisque celui qui parle au nom des dominés veut l'émancipation de l'humanité et il a face à lui des ennemis de l'homme qui empêchent cette émancipation. Donc, il ne leur parle pas, il les dénonce, il les cancel. C'est la cancel culture. C'est la cancel culture. Et là, à cet égard, je voudrais citer un exemple. Donc le dialogue de sourds. C'est pas de dialogue du tout. C'est-à-dire, tais-toi, je veux pas t'entendre. Je vais donner un exemple récent, un exemple éditorial. À la rentrée littéraire est paru le livre d'Aurélien Bélanger, Les derniers jours du Parti socialiste. Un livre répugnant et grotesque. Grotesque, pourquoi? Parce qu'il nous dit que le printemps républicain de Laurent Bouvet, avec son insistance sur la laïcité, a fait basculer le Parti socialiste dans le racisme et il a livré, en fait, la France à l'extrême droite. En l'occurrence, le Parti socialiste s'est mis sous l'autorité de la France insoumise, et donc parti anti-laïque et antisémite. Donc tout ça est absurde, mais surtout, c'est pour ça que je le cite, le livre a été encensé, fêté par tous les médias bien pensants au grand complet, alors que le but avoué d'Aurélien Bélanger, c'est d'invisibiliser, de canceller les gens du Républicain, les gens du Printemps républicain. Je veux les canceller. J'écris, pour la première fois, j'ai écrit pour faire du mal à des gens. Donc, je veux qu'ils disparaissent. Et la même presse de gauche qui vous explique que le wokisme, c'est un fantasme réactionnaire et la cancel culture n'existe pas, eh bien, heureusement qu'il y a eu quelques journalistes comme Eugénie Bastier qui, sur Europe 1, sur CNews et dans Le Figaro, a bien mis le doigt sur ce qui était vraiment les cris d'Aurélien Bélanger en cette rentrée littéraire. Mais c'est bien, c'est ça, c'est foutu. Vous avez raison. Qui? Eugénie Bastier, dans un article absolument remarquable, Alexandre Devecchio, un très beau texte sur Laurent Bouvet, malmené, calomnié horriblement par Aurélien Bélanger, dans Le Figaro. Et vous parlez d'Europe 1 et de CNews. Donc, on va dire la presse Bolloré. Donc, c'est soutenu par ce qu'on appelle l'extrême droite, et ça conforte les intolérants dans leur certitude. Et c'est là encore ça rend le dialogue impossible. Je vous arrête. Vous nous obligez à vous poser une question. Vous êtes historiquement un intellectuel dit de gauche. Aujourd'hui, lorsqu'on veut vous lire sur l'actualité, on vous retrouve davantage dans les pages du Figaro que dans les pages du Monde. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme comme vous se retrouve plus à l'aise dans la presse plus conservatrice, entre guillemets, que dans la presse qui était historiquement la vôtre? Écoutez, mon cas est comparable à celui de Jacques Julliard, que je cite pour la deuxième fois, qui était un journaliste d'exception et qui avait une vision politique extrêmement riche. Et il a... Ces dernières années,
il a écrit un grand éditorial mensuel dans le Figaro. Ce n'est pas Le Monde qui est allé le chercher, alors qu'ils auraient dû se mettre à genoux pour obtenir une signature pareille. Que s'est-il passé? Il vient de l'Obs, il vient de la deuxième gauche. Il faut interroger la gauche. Que lui est-il arrivé pour qu'elle abandonne le thème de la sécurité, le thème de la nation, le thème de la laïcité? Oui, c'est vrai. La gauche a basculé dans autre chose et Dans quoi? et force m'a été d'en prendre acte, et voilà. Et maintenant, en effet, c'est dans le Figaro, avec les journalistes comme Vincent Trémollet de Villers, que je me sens le plus à l'aise. Vous dites, Alain Finkielkraut, que la gauche a basculé dans autre chose. Elle a basculé dans quoi, la gauche, selon vous, aujourd'hui? Elle a basculé dans quoi? Je l'ai dit dans le wokisme, dans la division du monde entre dominants et dominés, dans un universalisme post-national. Par exemple. Et si vous voulez, oui, et ce qui a fait basculer la gauche, à mon avis, c'est la question du Rassemblement national. C'est le thème de la lepénisation des esprits. Voilà. Donc, la grande peur de la gauche, c'est de contribuer à la lepénisation des esprits. Et par exemple, c'est la gauche qui, aujourd'hui, criminalise la préférence nationale. Vous ne pouvez pas parler de préférence nationale, ça y est. Il n'y a pas de nation sans préférence nationale. C'est pas possible. C'est ça, c'est la définition même de la nation. Mais pour la gauche, c'est un thème lepéniste, donc il ne faut pas y toucher. La gauche s'est enfermée dans l'antifascisme, alors que le fascisme est derrière nous, qu'elle le ressuscite à chaque pas, et ça, c'est vraiment son anachronisme coupable. Vous dites heureusement qu'il y a le Figaro, vous dites heureusement qu'il y a CNews, vous dites heureusement qu'il y a Europe 1, et vous avez rajouté, c'est la presse Bolloré, donc c'est l'extrême droite. Non, ça va un peu vite. Mais c'est pas moi qui pense ça. Alors je suis heureux. Voilà, précisez vos propos, parce que c'est perçu comme la presse Bolloré, c'est perçu comme l'extrême droite. Moi, si je vais sur CNews, c'est pas pour aller sur une chaîne d'extrême droite. J'y vais comme quand on m'invite à LCI ou à BFM. Je vais là où on m'invite et donc c'est la France comme ailleurs. Qui dit ça. Mais l'extrême droitisation de CNews vient justement de cette gauche qui refuse d'en avoir fini avec le combat antifasciste. Merci Alain Finkielkraut. La modernité à contre-courant, à lire, absolument, c'est chez Bouquin. Très bon dimanche sur nos deux antennes.